toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour booster l'algorithme de YouTube, partager un commentaire puisqu'il y a des questions et on prendra le temps d'y répondre, notamment celle de Fab hier, qui concerne, je pense, un grand nombre de personnes de la communauté des rois. Ça permet toujours de faire plaisir, de partager, de commenter, de liker la vidéo et de booster l'algorithme de YouTube. C'est vrai que je le dis très rarement, mais ça permet aussi de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes pour rejoindre cette belle et grande communauté bienveillante des rois du Bitcoin, comme de nous retrouver sur le Discord des rois du marché. Le lien sera dans la description. On va parler Bitcoin. On va parler de quelques petites actus très intéressantes, notamment du passage de Larry Fink sur Money Radar Crypto. Je vous donnerai un tout petit passage qui m'a fait tilt moi personnellement et qui me donne encore bien sûr de l'espoir par rapport à ce marché très morose depuis cette dernière année 2022. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché à l'intérieur. Vous y trouverez 11 700 membres actifs et bienveillants qui partagent leurs chartes, leurs graphiques, leurs analyses fondamentales, leurs analyses techniques et bien plus encore. Vous y trouverez également à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. On va parler Bitcoin dans cette vidéo avec des opportunités pour beaucoup d'acheteurs et de vendeurs. Les opportunités de vente actuellement à découvert, ce serait plutôt aux alentours du premier arrêt, juste ici sur les 17 076 $ jusqu'à peu près les 17 154 $. Je sais que ce sont des objectifs de pas mal de nos confrères shortistes qui attendent, notamment idiotistes également, qui attendent des rebonds et des respirations de marché. Vous avez une toute petite oblique ici qu'on a tracée entre ce point bas ici, ce bottom de marché par rapport à ce retracement juste ici dans une zone de rechargement de vente logique, court terme, de fond, dans une dynamique baissière. Ici, vous avez juste là cette petite oblique, cette touchette, donc c'est un long à prendre. Techniquement, c'est pas complètement délirant de prendre ce long ici. Il n'y a pas vraiment de confirmation, pas vraiment de divergence. Finalement, on va suivre des mouvements de flux. Vous voyez qu'il y a le flux qui est haussier ici, et on peut suivre des mouvements de flux. Ce qui en fait représenterait quoi? Des mouvements, ce qu'on appelle en AB égale CD. Vous prenez ici les bottoms de marché historique, vous allez chercher les tops par rapport à ce range, le range est trouvé, et vous allez les confluer par rapport à un AB égale CD sur les 19 140 $. Et je me rappelle, il y a encore quelques jours de cela, ou quelques semaines de cela, on était proche des 17 500 $, on continue à grinder ce prix-là, on est parti chercher une poche de liquidité de short complètement logique, et beaucoup, vous voyez cette zone de rechargement de vente logique vers les 19 500 $. Finalement, on est repoussé, on trouve le haut du range, on arrive sur une neutralité actuellement, on vient chercher les toutes petites zones de rechargement d'achat complètement court terme. Est-ce que c'est intéressant de se positionner? Eh ben c'est le premier palier, si vous voulez, pour pouvoir se positionner et prendre des longues et très serrées pour le coup, parce que ici on est sur du 1,5, on place notre stop juste en dessous de la précédente structure juste ici, donc des poches de liquidité complètement logiques, donc d'autres se positionneront très probablement, seront patients et se positionneront pour aller capturer cette liquidité de stop complètement évident. Faites toujours cet exercice, que vous soyez vendeur ou que vous soyez acheteur, faites toujours cet exercice. Si je mets mon stop ici, qui va prendre mon stop derrière? Ce sont les chasseurs de liquidité. On se retrouverait très proche d'un ancien 618 ici, dans un déséquilibre qui a été, me semble-t-il, comblé. Non, pas tout à fait, un déséquilibre ici, il y a un imbalance probablement ici qui n'a toujours pas été comblé. Je poserai donc éventuellement ici mon long. Mais si ici je suis pris, en réalité le prix continue à grinder et continue à baisser. On attend toujours en fait ce retour au niveau de ce premier arrêt ici. Donc ce sont nos objectifs de longue si vous voulez. Et là, les vendeurs se feront un plaisir d'accumuler leur liquidité pour des prises de longue, donc des prises de profit pour les longues ici, et des shorters qui se mettraient bien sûr à découvert, qui probablement se feront dégommer la tronche pour aller chercher une zone de rechargement de vente logique, mais l'exercice se fait également à l'envers. Vous avez également ici un magnifique déséquilibre qui se trouve juste là par rapport à nos procédés bottom de marché. Juste là, on peut également prendre à longue. Si je suis pris, je prends mon stop complètement logique en dessous de la précédente structure, juste là. Et puis derrière, vous avez d'autres personnes qui vont potentiellement se positionner, notamment de la smart money, qui vont aller chercher toute cette liquidité, ou ça, en bas du range. On va chercher les hauts de range, on achète les extrêmes en bas de range, voir les petites mèches. Ça se fait souvent, vous le voyez ici, la petite pêche a bien sûr été prise. Soyez bien sûr patient. Si je suis pris et si on continue à dégringoler, à ce moment-là, vous en avez un autre sur les 14 800 $. Qu'est-ce qui correspond ce 14 800 $? C'est très simple. Vous allez chercher les tops de marché, vous allez chercher potentiellement la précédente consolidation, ce petit range ici qu'on est d'ailleurs en train de travailler, haut de range, bas de range, on vient chercher les extrêmes sur cette
petite oblique, et on va la décoller pour aller chercher un AB égale CD. Ici, ce sont en fait complètement logiques des prises de profit de vendeurs à découvert, et les vendeurs à découvert vont potentiellement laisser la place à des acheteurs à levier d'achat sur les 14 800 $. Si on se fait prendre, les prochains se mettront ici sur cette fameuse oblique, sur les 12 500 $, etc., etc., etc. Et vous comprenez alors que chaque notion de placement au niveau de la courbe graphique sur Bitcoin ou sur tous les autres actifs financiers ou actifs numériques sont des opportunités à la fois pour les acheteurs et à la fois pour les vendeurs. Ici, on rechercherait plutôt des longues. Pourquoi? Parce que par rapport à ce range, on est en discount. Hein, on est passé en dessous de la neutralité du range. Vous avez votre 0,50, la plus grande confluence, ici aux alentours des 16 800 $. Et ce qu'on achète ici, en sachant qu'il y a une plus grosse concentration de distribution sur ce niveau de prix, à partir de maintenant, on va plutôt chercher des longues. Et on peut aller chercher très très loin. On peut se faire dégommer plusieurs fois. Mais à chaque fois, c'est toujours la même chose. Est-ce que si je gagne une fois sur 5, est-ce que oui ou non je suis rentable? Sachant que ici, je pense qu'on sera vraiment pas très bullish pour le coup. Peut-être une très bonne opportunité de patience pour éventuellement encadrer des longues plus ou moins serrées, bien évidemment. Et vous faites le même exercice, mais à la vente. Ça veut dire que vous allez chercher votre premier arrêt, après une zone de rechargement de vente logique, après ici une résistance des 18 500 $, après une zone de rechargement de vente logique court terme, et un déséquilibre qui se trouve exactement ici sur les 20 500 $, invalidation de tout le plan bear aux alentours des 21 500 $. Toute notion de prix est considérée comme des opportunités, comme des traders de tendance, traders de contre-tendance et range traders, bien évidemment. Je suis plutôt investisseur, je place mes billes, peu importe la notion de prix, mais plutôt dans des extrêmes, sur des formes de divergence avec des retournements de situation, et je n'ai pas peur d'acheter moi personnellement plus cher. En somme, si on commence à voir ce type de choses, hein, je fais un petit gribouillis, mais vous allez bien le voir, avec des magnifiques structures en W, dans des W, le pullback, puis aller chercher en fait cette invalidation au-dessus des 21 500 $, ce ne sera pas complètement délirant d'aller chercher des petits cryptoactifs qui auraient tardé potentiellement à se retourner. Ça, c'était la première chose côté Bitcoin. Côté order flow, on continue à avoir une appréciation assez franche au niveau des open interest. Ça explose au niveau des open interest. On repasse les 4 milliards de dollars de levier au niveau des open interest, que ce soit de vente et d'achat. Ici, vous avez une toute petite appréciation au niveau des CVD spot. Je suis actuellement en 15 minutes, donc on le voit très très peu. Et on voit ici une appréciation au niveau des CVD sur les contrats futurs. Un funding plutôt positif à partir de maintenant. Donc c'est relativement léger, hein, parce que si vous passez en horaire, vous voulez voir du funding. Ici, c'est du funding intéressant si vous voulez. Hein, c'est pas parce qu'on a des fundings qui dépassent les entendements. Si tout le monde veut acheter au même moment, le but du jeu, bien évidemment, c'est d'acheter et de suivre la tendance. Après, ce sont dans ces situations, si vous voulez, techniques, qu'on va pouvoir éventuellement poser ce qu'on appelle des tops de marché définitifs. Et c'est généralement quand on observe un type de funding aussi négatif qu'on peut éventuellement encadrer et poser ce qu'on appelle des bottoms définitifs. Et on s'approche, bien évidemment, de bottoms définitifs. Le CVD spot n'est pas très enclin. Mais on avait fait un exercice il y a quelques mois en arrière pour dire que lorsque vous aviez une forte dépréciation au niveau des CVD spots et une appréciation au niveau des contrats futurs, à ce moment-là, on pouvait éventuellement poser des bottoms de marché dans le déni. Et c'est clairement ce qui s'est passé sur les précédents retournements. Ici, c'était exactement la même chose. Vous voyez ici, vos CVD spots continuent à se déprécier. Mais ici, vous avez un CVD sur les contrats futurs qui continue à s'apprécier. Derrière, retournement, et on va chercher un nouveau sommet. Donc prenez-le comme tel, et effectivement, c'est plutôt des choses qu'on repère en fait dans le temps au niveau de ces analyses on-chain, si vous voulez, au niveau de l'order flow, tout simplement. On a de la place, hein, on peut très bien exploser au niveau des open interest, mais il faudra bien sûr avoir des news catalysantes. Peut-être que ces options, ou peut-être que ce début d'année, en fanfare, pourrait être éventuellement intéressant. D'ailleurs, je vous montre un truc qui est plutôt pertinent. Pour le coup, on va passer en annuel. Je vous l'ai pas montré hier, mais éventuellement, ça commence à passer un petit peu sur les réseaux. Regardez au niveau de ces clôtures de bougies, parce que ça, je pense que c'est intéressant de l'observer. Vous prenez la clôture en 2018, vous voyez qu'on n'est pas très très loin quand même, hein, au niveau de la clôture 2018 par rapport à tout ce rallye. Après on a fait une restructuration baissière, donc faites attention à ça, mais grosso modo, si vous prenez exactement la clôture, on a baissé de 20%, quoi, à peu près, hein, vraiment 15% de moins avant de faire ce magnifique rallye pendant 3 années consécutives. C'était assez similaire par rapport à ce qu'on avait observé juste ici. Je pense que c'était à peu près pareil. On va regarder qu'est-ce qu'on avait perdu par rapport à la clôture de janvier 2014. On avait perdu, quand même 50%. Beaucoup moins de liquidité à ce moment-là, donc beaucoup moins d'attente, si vous voulez, par rapport au marché. Ce qui me fait dire qu'on serait plutôt en 2018 ici, et il y a de plus en plus de data on-chain qui commence à nous, entre guillemets, nous l'encadrer, hein, c'est encore une fois, ce n'est jamais différent, mais c'est surtout par rapport à ça. Moi, par rapport à ces poches de liquidité qui attendent complètement et ces ordres qui attendent en limite, je pense pas qu'on irait beaucoup les traverser, sauf s'ils disparaissent tous parce qu'il y a une news catalysante
perturbatrices, je sais pas, la chute de Binance par exemple, la chute de Coinbase, pourquoi pas, j'en sais rien, la faillite de Coinbase ou la faillite de Binance, allez savoir, hein, c'est clairement un signe noir qui serait dévastateur pour le marché, ne pensons pas que ce soit bullish, ce type de news, mais pour l'instant je ne les vois pas. Je trouvais ça plutôt intéressant de vous le remontrer, puisque généralement quand on clôture des années comme ça, on va pas chercher beaucoup plus loin, bien évidemment. Et puis derrière on pourrait très bien faire ce type de choses, hein. Vous connaissez l'histoire, on va chercher beaucoup plus haut, et puis derrière on revient chercher le range, et puis après on attend entre guillemets 2024 par rapport à la ligne, on structurera une énorme zone de réaccumulation, exactement ce qui s'était passé précédemment, c'est clairement ce que j'encadre personnellement, je pense qu'on est très proche des bottoms de marché, je vous le dis assez souvent, mais je ne suis pas foncièrement permaboule, puisque je ne suis pas en levier d'achat excentrique ici sur niveau de valorisation, j'attends mes confirmations, ni plus ni moins. Ça je pense que c'était important, on continue avec Ethereum, je pense qu'il y avait des trucs intéressants à voir au niveau d'Ethereum, pas plus, ou peut-être pas plus de choses à dire, on va regarder ça très rapidement. J'avais fait un investissement juste ici au niveau des 1280 $, je sais plus où est-ce que c'est, oui, 1280 $. Vous voyez qu'on n'est pas si éloigné de ça, on n'est pas parti dans le désespoir, il y a des postes de liquidité complètement logiques qui attendent. Juste ici, on pourrait venir bien sûr les chercher. Et je reprendrai d'ailleurs Ethereum par rapport à la question de Fab, je la trouve extrêmement intéressante, on la reprendra juste après. On fait quelques petites news fondamentales, je trouvais ça intéressant par rapport à des prédictives de récession aux États-Unis, c'est réel, c'est lorsqu'il y a des indicateurs économiques dans plus de 26 États au niveau des États-Unis qui sont négatifs, ça prédit une récession imminente, voire immédiate. Et actuellement, nous sommes à 27. Et c'est vrai que c'est plutôt, ça a été partagé sur Twitter, je sais plus qui c'est qui l'a partagé, je l'ai retweeté, me semble-t-il, directement sur Twitter, donc vous verrez éventuellement l'initiateur de ce tweet-là. Et effectivement, bah, on est dedans, hein, grosso modo, c'est pas ce nombre de personnes sans commune mesure qui nous répètent qu'on est en récession et qu'on va vivre la plus grande récession et le plus grand bank run ou la plus grande purge de tous les temps, bah c'est encore, entre guillemets, un indicateur qui s'accumule par rapport à ce qu'on est en train d'observer actuellement. Une petite breaking José qui nous partagea dans le Discord, ça a beaucoup tourné également sur le Twitter. MicroStratégie, Michael Saylor, achète 2500 bitcoins supplémentaires. Ce qui est intéressant, on s'en fout en fait de ce combien il achète, parce que honnêtement, ça correspond à moins de 1% de son capital aujourd'hui ou sa réserve de bitcoin. Donc il détient 1 bitcoin sur les 157 qui ne seront jamais minés. Derrière, ça fait un prix moyen de 30 000 $. C'est intéressant de l'observer, ces fameux 30 000 $. Pourquoi? Puisque ce sont des zones de confluence très proches d'un premier arrêt, target d'Hermès, etc. par rapport à son break-even personnel. Partez du principe que si ces gens-là, qui sont pour le coup permaboule, il faut pas se mentir, ont des prix moyens à 30 000 $, partez du principe que d'acheter sur ces niveaux de prix est plutôt intéressant. Sauf si ce mec, on va le chercher. Très probablement, mais il a probablement aussi des taux de liquidation sur des longues, probablement aux alentours des 7 000, 8 000 $, ou peut-être 4 000 $, si vous voulez. Il en avait fait quelques excursions. Alors, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? C'est toujours la même chose. Si les gens savent quelque chose que nous ne savons pas, probablement qu'on ira le chercher, mais à un moment donné, aller en dessous de 9 000 $ serait cataclysmique et serait probablement accompagné de news fondamentales fortes et probablement protocolaires. Je le répète souvent, hein, si on passe sous les 9000, sous les 8000, sous les 7000 ou sous les 3000 $ au niveau du Bitcoin, plus personne voudra acheter du Bitcoin sous les 3000 $. Parce que la dynamique de fond très long terme aura été remise en question. Et il n'y aura pas d'augmentation de capital sur Bitcoin, comme vous pouvez éventuellement l'imaginer. Et personne ne nous sauvera. Et il y aura des vrais problèmes protocolaires. En somme, si on commence à pouvoir créer de lui-même 21 millions de bitcoins supplémentaires pour passer à 42 millions de bitcoins, partez du principe que votre bitcoin en lui-même par rapport à toute l'histoire que vous vous avez faite autour ne vaudra strictement plus rien. Ça n'est jamais arrivé en l'espace de 13 ans. Est-ce que ça peut arriver? Je pense pas, bien évidemment, mais ça peut. Rien n'est impossible dans l'univers. Dès lors, faites attention par rapport à des prix qu'on peut éventuellement imaginer. J'avais des targets en 2018, je vous le dis, hein, et je vous le redis, à 300 $. On rigolait, et aujourd'hui on rigole encore plus si vous voulez. Mais j'avais des targets à 300 $ en 2018 parce que rien n'était fait, rien n'était construit, hein, si vous voulez. Et c'était buy Bitcoin dans tous les pays du monde à ce moment-là. Et on est dans une atmosphère aujourd'hui bien différente de cela, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, et une organisation qui est en train de se mettre en place. Donc voilà, juste pour vous montrer ça, regardez plutôt leur prix moyen, je trouve ça plutôt intéressant. On continue avec quelque chose de très pertinent. Baisse des prix du gaz. Goldman Sachs et ses mystérieuses prévisions à contre-courant. Regardez bien ça parce que c'était en septembre dernier, septembre 2022. Grosso modo, il disait, il pensait, je vais le lire, le célèbre banque d'investissement Goldman Sachs dit que le prix du gaz seront divisés par 2 d'ici la fin de l'année en Europe. Un optimiste qui se tranche avec des scénarios sombres de hausse généralisée des prix de l'énergie cet hiver. Mais aux yeux de certains économistes, l'analyse paraît un peu simpliste. En somme, Goldman Sachs
bâche des économistes, ou de nombreux économistes, ces fameux sachants, pour dire qu'il est peu probable que le prix de septembre soit divisé par 2. Bah, vérifions ensemble. On va d'ailleurs aller encore plus loin que ça, puisque je pense qu'il parlait de l'Europe à ce moment-là. Donc on va venir sur les prix du gaz en Europe à ce moment-là précis, et on revient en septembre 2022. Le 14 septembre 2022, nous étions ici. Voilà, sur les 243. On baisse, et actuellement on est à moins 66%. Ça c'est clairement l'indicateur TFM1, c'est clairement l'indicateur des prix du gaz au niveau européen. Moins 66%. Goldman Sachs avait raison. En septembre, on était au plus haut, on était dans une trend haussière. J'espère qu'ils ont pris des shorts et probablement qu'ils les clôturent maintenant. On est revenu, entre guillemets, sur un bas de canal, si vous voulez, ou un bas de range. Bravo Goldman Sachs. Quand ils ont raison, il faut bien sûr, alors qu'ils étaient vraiment à contre-courant, je trouvais ça plutôt intéressant. Ils avaient aussi dit qu'on finirait l'année à 4800 points. Sur le S&P 500, me semble-t-il, nous sommes relativement... 4400 points ou 4800 points. Je ne sais plus ce qu'ils avaient dit, 4800 points. Nous y sommes là. Vous avez 3 jours pour pour injecter 10 000 milliards de dollars sur le S&P 500. Goldman Sachs, si vous m'entendez, à vous de jouer. On continue avec quelque chose de très intéressant aussi, c'est au niveau de RTE, c'est complètement disponible, vous pouvez aller le chercher par rapport au prix du mégawattheure. Bon, on est revenu sur des prix relativement bas, si vous voulez, donc un hiver relativement doux, on le ressent dans le sud de la France, une forte diminution au niveau de la consommation, notamment par rapport à des entreprises qui ferment, je parle à nos amis boulangers, notamment en France, hein, comme en Belgique ou comme dans d'autres pays européens, mais on revient sur des niveaux relativement bas, donc ça met en péril notre industrie. Partez du principe que s'il y a des métallurgies qui ferment aujourd'hui en France, ou en tout cas qui sont au ralenti, voire quasiment à l'arrêt, ce qui est très difficile à relancer parce que dans la plupart du temps, quand on commence à travailler l'acier ou l'aluminium, si vous coupez et si vous éteignez une usine, eh ben vous la relancez pas. En fait, il faut repartir sur une nouvelle usine. Donc c'est des choses qui seraient potentiellement cataclysmiques pour l'industrie et la métallurgie française, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. On revient sur des situations relativement normales, si vous voulez, par rapport à cet hiver doux. Donc il ne faut plus le prendre aujourd'hui personnellement, hein, comme un biais psychologique néfaste par rapport à une suite. Si vous prenez le maximum, c'était ici sur les 620, mais on était il y a encore 3 semaines en arrière, si vous voulez, par rapport à des pics de froid. Actuellement, on est en train d'être plutôt sauvé par rapport à une météo relativement clémente. C'est clairement pas le cas aux États-Unis, comme vous pouvez bien l'imaginer. Si on avait ressenti ça, ce qui se passe actuellement aux États-Unis, en Europe, on parlerait différemment aujourd'hui. Pour le coup, on parlerait vraiment différemment, mais ce n'est pas le cas. Donc, on le fait en fonction de ce que l'on voit et non pas en fonction de ce que l'on croit, tout simplement. Vous avez le site de RTE par rapport au prix du kilowattheure à un instant T. Le minimum, c'était moins 0,04 le kilowattheure. Je trouvais ça plutôt intéressant. Le mégawattheure, pardon, je trouvais ça plutôt intéressant de vous en parler. Voilà pour ça. On revient plutôt sur des prix à la normale. Donc est-ce que ça veut dire qu'on aura des baisses du prix du gaz et de l'électricité en 2023 ? Je ne pense pas, puisqu'il faut financer le bouclier énergétique, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Je vous montre juste ça. C'est passé sur... ah non, pas Money Radar, sur Techncult. Très intéressant. Je vous donne juste ce tout petit bout de phrase. Ça résonne vraiment de sens par rapport à mon esprit et par rapport à mon état d'esprit relativement long terme qui peut se passer sur les technologies blockchain. Écoutez. Non, je veux dire la transformation, pensez-y, au règlement instantané des obligations et des actions. Pas d'intermédiaire, nous allons réduire les frais encore plus. Quant à moi, je n'ai plus à voter sur aucune action, car le propriétaire effectif fera tous les votes. Et donc voilà l'interview. Ça c'est super intéressant. En fait, ce que Larry Fink dit, donc c'est le PDG, le patron de BlackRock, c'est le plus gros fonds d'investissement mondial, plus de 10 000 milliards d'actifs sous gestion. Il parle de 2 choses. 1, il est pour la tokenisation des actifs financiers. Parce que ce sera beaucoup plus simple au niveau des options et tous les artifices et tous les dérivatifs. Il y aura un raz-de-marée au niveau de la tokenisation de tous les dérivatifs qui existent actuellement sur les marchés financiers traditionnels. Alors, il fait une grande distinction entre la CeFi, la DeFi, etc. Et il tape très fort sur le dos de beaucoup de petits projets qui vont tout simplement disparaître. Donc, il est pour lui, comme beaucoup de personnes, moi également, 98-99 des projets aujourd'hui que vous connaissez disparaîtront dans les 5 à 10 prochaines années. Il n'y a pas de problème avec ça, puisque généralement les fondateurs vont partir, vont créer d'autres projets, vous créez 10 startups d'affilée, 10 projets crypto d'affilée. C'est très facile, il y a une forme de hype, il y aura encore plus de projets. On attendra 100 000 projets probablement qui seront créés d'ici les 5 prochaines années, et 99% disparaîtront. De là, allez essayer de chercher le fameux Google ou le fameux Amazon ou le fameux Tesla
de ces projets-là, ce sera extrêmement difficile, et ça ne veut pas dire qu'il faut en acheter 100 000, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Il faudra être extrêmement vigilant et extrêmement minutieux par rapport à ces recherches fondamentales, et on en reparlera tout au long de l'année 2023 sur le Discord, et il y aura vraiment des vidéos dédiées sur de la recherche fondamentale en 2023. Je pense que ça manque énormément. J'aimais bien les vidéos de CoinTips, par exemple, sur de la recherche fondamentale. Il a fait un travail sur Ada Cardano. Regardez-la peut-être aujourd'hui, je la partagerai d'ailleurs dans le Discord, la vidéo de CoinTips sur Ada Cardano. Je trouvais ça très intéressant de reprendre en fait du recul par rapport à 3-4 ans en arrière. Il s'était fortement exposé sur Ada Cardano et il n'a pas été déçu de son voyage par rapport à tout le bull run 2021, fin 2020 jusqu'à début 2022 sur Ada Cardano. Je parle de CoinTips, je vous le partagerai et je pense que des vidéos comme ça peuvent être intéressantes et on la fera probablement ensemble. La deuxième chose qu'il dit, c'est regardez-moi au niveau des droits de vote. Il est vrai que lorsque vous achetez en fait ces fonds-là, si vous achetez des ETF, ces gros fonds d'investissement se doivent de détenir en propre, si vous voulez, sur le marché spot, ces actions-là directement. Et les droits de vote sont directement consentis à ces détenteurs, si vous voulez. C'est pas parce que vous avez un ETF que vous avez un droit de vote assujetti. C'est faux. En réalité, c'est eux qui ont le droit de vote. Donc quand ils détiennent, si vous voulez, 10%, 12% du capital de Google, de Apple ou de Tesla, en réalité, ils le détiennent pas directement. Ce sont leurs clients sous-jacents qui détiennent une partie de leurs fonds, qui détiennent indirectement les actions. Et ils ont un rendement derrière, mais le droit de vote est directement alloué à Larry Fink, si vous voulez. Et le fait de tokeniser ce type d'action, ce type d'objets ou d'objets financiers ou de comment ça s'appelle ça, de produits financiers, permet en fait de redonner la gouvernance et redonner le pouvoir de vote sur directement l'entreprise par rapport à un droit de vote qui a été décroché vis-à-vis de l'action sous-jacente. Et ça, je trouve ça révolutionnaire. Donc, voilà ce que ces gens-là pensent aujourd'hui des technologies blockchain et de la tokenisation des usages, si vous voulez, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les actifs financiers, que ce soit dans les dérivatifs. Voilà pour ça. Je finis juste avec, qu'est-ce que c'était ça ? C'était une petite... Ah bah oui, d'accord, on va pas parler. On a déjà parlé juste avant. Je finis juste sur la question de Fab, et je pense que ça concerne beaucoup. Salut Hermès, merci pour ton travail quotidien. Penses-tu que ce soit une stratégie défensive cohérente de vendre la totalité de son portefeuille volatile, une vingtaine de positions dans le top 100, en perte à moins 75% pour passer uniquement en BTC Ethereum? J'en discute avec mon meilleur ami, et on n'est pas d'accord. Merci. Phil du bassin qui dit « J'hésite à passer le pas dans ce sens-là aussi. Bonne question, on va voir ce qu'en pense notre cher Hermès, les experts chez les rois. Vous êtes tous experts chez les rois, d'ailleurs beaucoup de membres expérimentés dans le Discord des rois du marché. N'hésitez pas bien sûr à les solliciter s'ils sont disponibles. Ils se feront un plaisir de vous répondre. Émilie, perso, je vends rien, j'accumule et lisse mes prix d'entrée vers le bas. Ok. Je vous montre point de vue parce que honnêtement, je l'ai vécu et on est nombreux à l'avoir vécu en réalité, cette situation-là. Je vais revenir par rapport à notre petit portefeuille Bybit. Il faut regarder deux choses. Un, la performance de Bitcoin. On va regarder la performance du Bitcoin par rapport au plus bas. C'est ça qu'il faut regarder finalement. On se met dans les plus bas des catacombes et on va regarder ce qui s'est passé à peu près sur Bitcoin. Allons-y ensemble. On prend par rapport à 2018. Juste ici, on peut se retrouver dans une forme de retracement. Alors un pullback, un bear market, ce que vous voulez. On se met sur les bottoms de marché. D'ailleurs, on va vraiment les prendre, ces bottoms de marché. Juste ici. Et on va aller les chercher. Coucou. Voilà, on va les prendre là-dedans, là, sur les 3400 $, et on va chercher les tops. Donc, grosso modo, 1800, allez, 2000%, x20 sur Bitcoin. On prend Ethereum, on va aller chercher ce type de choses. On va chercher les bottoms de marché historique, on va les prendre ici en 2019, on a le temps chez les rois, il n'y a pas de problème avec ça. On y va. On va chercher du 3600% à peu près, 3700, 4000%. Donc, allez, du x40, du x35, du x40. Donc, x20 pour Bitcoin, x40 pour Ethereum. L'objectif qu'on a à aller chercher nos cryptoactifs, c'est de le surperformer. En réalité, c'est ça le but du jeu. C'est de surperformer le marché. Et d'ailleurs, le marché, vous l'avez également ici, au niveau du crypto total. Donc, regardez ce qu'a fait le crypto total par rapport à l'ensemble. Alors, hors Bitcoin d'ailleurs, hors Bitcoin, donc crypto total 2, qu'a fait le marché. Si je prends que Ethereum dedans, grosso modo, il a fait x43, si je prends l'intégralité du crypto total, mais sans Ethereum, sans Bitcoin. Et c'est ça qui va commencer à nous intéresser. D'ailleurs, lui avait fait un précédent plus bas en 2014, mais prenons-le avec les datas qu'on a précédemment. Il a fait x38. Voilà, x38. À peu près l'équivalent, si vous voulez, de notre ami Ethereum. En somme, si vous aviez investi que dans Ethereum, en 2018, on prend à peu près la même situation aujourd'hui en 2022 ou début 2023. En fait, si vous n'aviez que de l'Ethereum, vous aurez surperformé ou quasiment à l'équilibre par rapport à vos centaines de cryptoactifs préférés que vous aurez choisis.
vous auriez été au même niveau. Vous prenez un ETF sur le crypto total, ou sur l'intégralité du crypto total, c'est un petit peu comme un indice, si vous voulez, sur les cryptoactifs, et vous prenez juste du Ethereum, vous auriez été à l'équilibre. Si vous n'avez pris que du Bitcoin, vous auriez été 2 fois en deçà par rapport à la performance. Donc être full Bitcoin, peut-être pas la meilleure solution de l'époque, ça pourrait changer éventuellement, je ne dis pas le contraire, mais ça n'aurait pas été la meilleure solution. Prendre full Ethereum aurait été la solution la plus pertinente, mais le risque aurait été élevé. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Et mettre, entre guillemets, sur tout le crypto total, ça aurait été équilibré, un tout petit peu en deçà par rapport à notre ami Ethereum. En revanche, si on avait pris du Solana, et oui, c'est ça qui est intéressant, si on avait pris du Solana, on aurait fait du x 440 000% par rapport à sa création de 2020. Si on avait pris du DOT, du Polkadot, par rapport à son listing juste ici, on aurait fait du x 10, c'est pas énorme pour le coup. Moi j'aurais peut-être un peu plus de trucs là-bas. Si on prenait du Dogecoin, je vais pas le prendre, c'est un petit peu extraordinaire. Prenons des EGLD, parce que beaucoup en ont parlé, x 20 000, x 200. Alors comment on essaie de les trouver? Atom Cosmos, c'est quoi d'ailleurs? C'est pas énorme, Atom Cosmos? Ah ouais, c'est moins que Ethereum. Étonnant, pourtant c'est une crypto qui a probablement des belles années devant lui. On prend Avax. Avax, c'est peut-être un petit peu différent aussi. Ah, 5000, ça a surperformé Ethereum. Très intéressant. Donc, comment en fait on essaie de sélectionner ces projets d'infrastructure, que ce soit du Layer 1, que ce soit du Layer 2, que ce soit du Layer 0 avec Aptos par exemple, ou avec d'autres tokens qui sont très intéressants, qui ont été listés tout au début, si vous voulez, de ce bear market, qui ont déjà décroché de près de 75%. Je pense à quoi il y en a une, on en parlera peut-être demain, mais je vous ferai d'ailleurs un petit top crypto de trucs comme ça, peut-être pour ce week-end, un top crypto des machins qui sont fait dégommer avec un très bon fondamental derrière, et c'est clairement ce qu'il faut rechercher. Pourquoi c'est clairement ce qu'il faut rechercher? Puisque si on prend en fait des crypto-actifs qui sont ancestrales, et vous allez voir où est-ce que je vais en venir, par rapport à d'ailleurs ce que j'ai en portefeuille et que je devrais peut-être à un moment donné arbitrer, je vais prendre des choses qui sont très très représentatifs, qui ont beaucoup hypé. EOS par exemple a beaucoup hypé, si vous voulez, en 2018. Donc le machin il a pris 3000, 4000%, derrière il a plus jamais rien fait. Donc ça a été la plus grosse levée de fonds. Vous prenez Phantom, Phantom très intéressant. Ici Phantom qui a surperformé le marché. Il a fait 24 000%. Le problème de ces trucs là, c'est que si vous reprenez, si vous voulez, des anciennes performances, de trucs qui ont été listés en 2015, 2016, 2017, n'ont jamais refait d'ATH. Donc en fait ce qu'on attend de ce type de choses, c'est malheureusement qu'ils reviennent, mais très proches de leur ATH, mais pas forcément qu'ils reviennent. Pourquoi? Parce que d'ici là, il y a d'autres projets, d'autres fondateurs qui vont quitter des projets en cours, qui vont recréer de nouveaux projets avec plus d'expérience, qui vont drainer plus de capitaux sur des promesses peut-être encore plus révolutionnaires de ce qui existe déjà aujourd'hui sur les marchés crypto. Donc malheureusement, je le dis, je le redis, il y aura des décisions à prendre. Alors est-ce qu'Ethereum sera toujours surperformant? On peut pas le savoir, on en sait strictement rien. Est-ce que Bitcoin va rafler la mise? On n'en sait strictement rien, mais c'est vrai que ça reste entre guillemets les plus safe de l'univers cryptoactif, Bitcoin, Ethereum et quelques petites cryptos du top 10 si vous voulez, hein. On peut exclure peut-être plein de trucs, mais dans l'idée, Bitcoin et Ethereum, ça reste safe. Est-ce qu'il faut l'intégralité les passer dedans? Eh ben, précédemment, ça nous a en fait sorti de pas mal de galères. Parce que si vous aviez en fait à l'époque du EOS, si vous voulez, par rapport à 2020, votre plus grand truc, ça a été 600%. Or, dans le même temps, Ethereum avait lui fait 4000%, x 40. Et probablement que beaucoup de nos cryptoactifs préférés ressembleront à ça demain. Donc ne surperformeront pas le marché. Je vais en prendre d'autres, par exemple Filecoin, je sais pas, je peux prendre éventuellement Filecoin si c'est fait démontax patatax. Mais derrière il a pris, oui, quand même 10 000%. Je sais pas, il faudrait en prendre plein comme ça. J'aurais pu faire une recherche, peut-être Link, éventuellement, non, pas assez d'historique non plus, Neo. Voilà. Neo, c'est assez représentatif. On se retrouve ici, on fait du 4000%. D'accord? Et derrière, on avait acheté ici. On fait la stratégie des 4 euros. Vous voyez, on prend un investissement dans le suivi de tendance. Derrière, on casse les pressants en lot. On revient mettre en cause. Et puis, on attend des magnifiques structures en W, dans des W, dans des W, dans des W. Donc, éventuellement ici, on met un investissement 3 ou un investissement 4. Donc, j'ai mis l'intégralité de mon investissement directement dans Neo. Ici, grosso modo, les 30$ ou les 25$. Partez du principe que si j'avais tout passé en Ethereum à ce moment-là, donc j'aurais lissé mon prix aussi vers le bas sur Ethereum, bien évidemment. Mais est-ce que j'aurais pris du 400%? Non, puisque Ethereum a fait 2 fois son ATH. Donc il faut reprendre en fait par rapport à ça, mais il faut imaginer que j'aurais fait du 1600% si j'avais pris, et si j'avais tout passé en Ethereum, si vous voulez. Et ça, c'est très difficile. Effectivement, il y aura des objectifs d'arbitrage. Personnellement, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que
j'aime pas du tout cette frustration. Je vous reprends l'exemple par rapport à Zilliqa. Zilliqa m'avait fait beaucoup de mal. Parce que certaines de nos cryptos referont également ça. Hein, j'avais fait la même chose. Je lisse mes prix vers le bas, là-dedans. J'achète la magnifique structure juste ici. Derrière, je vais chercher un précédent plus bas. J'avais lissé mon prix là, et puis j'ai beaucoup vendu là-dedans. Pourquoi? Parce que la dynamique était maintenant baissière. Donc j'ai pris mes 110%. J'avais laissé un tout petit peu. Voilà ce que j'ai loupé. J'ai loupé les fois 1000. Est-ce que oui ou non, si j'étais passé l'intégralité de mes cryptos sur Zilliqa, je les avais passés en Ethereum, est-ce que j'aurais été plus rentable? Probablement que oui. Mais qui me dit que les performances futures vont représenter les performances passées sont synonymes de performances futures? Rien. Strictement rien. Peut-être que Bitcoin a été peut-être un des perdants, si vous voulez, de ce cycle de 2021, et Ethereum le grand gagnant, mais peut-être que demain ce sera Bitcoin le grand gagnant, et Ethereum peut-être le grand perdant, et que Solana va refaire de nouveau plus haut, et que Polkadot, et que Atom Cosmos va être le plus grand gagnant. Et ça, c'est clairement de l'arbitrage fondamental que vous devez faire de votre côté. Personnellement, je ne bouge pas. Je suis ma stratégie, je prendrai mes profits lorsqu'ils se présentent, et potentiellement que je ne surperformerai pas le marché. Néanmoins, j'ai du cash. J'ai du cash. Et ce cash-là, que j'alimente mois après mois dans un portefeuille de fiat disponible, j'irai le chercher sur des projets qui sont actuellement comme ça, qui sont actuellement en train de mourir littéralement. Aptos, par exemple. Un projet dans lequel je crois, mais qui est peut-être un petit peu trop valorisé aujourd'hui, tout simplement. Voyez Aptos faire des choses comme ça. On a déjà perdu pas mal d'argent. Pour le coup, sur les 10$, il a été listé ce truc. Il a perdu combien déjà? Allez, moins 70$, moins 70%, intéressant. Bon, partez du principe que ce truc est en train de mourir. Littéralement. Mais que finalement, peut-être que Aptos, c'est le futur Polkadot, ou c'est le futur Atta Cardano, ou je sais pas ce que c'est le futur de tout ce que vous voulez, et que ce matin parte, je sais pas moi, sur un futur cycle en 2024-2025, à 100$. Bon, eh ben c'est lui le grand gagnant, peut-être éventuellement, et qui fera du 7000%, du 8000%. On attendra patiemment les structures. Là, vous n'avez pas envie d'acheter ça, et vous avez raison de ne pas acheter ça. Il ne faut pas l'acheter. Attendez des réelles structures de retournement. Et c'est là où, en réalité, qu'on commencera à maximiser notre performance et nos profits. Donc, ce que j'ai déjà, je le conserve et je prendrai mes profits tout en attendant qu'on ne casse pas les précédents lots. J'ai fait des arbitrages en cassant les précédents lots, etc. Donc, j'en ai mis un petit peu sur Polkadot, j'en ai mis un petit peu sur Atom Cosmos, j'en ai remis un petit peu sur Solana, j'en ai mis un petit peu sur Ethereum. Mais techniquement, je ne bougerai pas sur le grosse partie de mon portefeuille. Je vais peut-être arbitrer 20%. Mais ce que je vais faire surtout, c'est de garder du cash pour pouvoir acheter ce type de projet-là. Les Sui, les Sui, ou les Aptos, ou les APT, ou les GM, tout ce que vous voulez, qui sont arrivés dans cette grande perdition au niveau du bear market, sont très probablement sous-valorisés aujourd'hui. Très probablement sous-valorisés aujourd'hui. Rappelons-le que Aptos a levé 350 millions $. Honnêtement, c'est énorme. On en parlait encore hier par rapport à ces levées de fonds qui sont canonissimes. Elles sont énormes, ces levées de fonds en 2022. Et je prends un exemple par rapport avec Swissborg, qui aujourd'hui est en train de relever des fonds. Il y a beaucoup de fun d'ailleurs qui passent sur Swissborg. Si vous voulez que je vous donne mon avis, je vous en donnerai dans une prochaine vidéo. Avec grand plaisir par rapport à est-ce que c'est bien de lever des fonds en plein bear market, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont plus de thunes, qu'ils sont en train de mourir et qu'ils ont le couteau sur la gorge. Ou pas, et je vous donnerai éventuellement ma version par rapport à ça, puisque c'est pas nouveau en fait de faire des levées de fonds dans des situations relativement baissières, hein, et des grosses GAFAM ont d'ailleurs levé des fonds dans des situations relativement moroses, et c'était relativement post-crack des .com, si vous voulez. Je pense à Google, je pense à Facebook un petit peu plus tard, mais reprenez Google, il a pas été lancé en bourse en l'an 2000, il a été lancé en bourse en 2004, et c'était pas très sexy, hein, si vous voulez, les .com en 2004. Alors, je vous laisserai reprendre cette narrative-là, mais n'est pas forcément péjoratif. Regardez au niveau c'est difficile d'ailleurs de lever des fonds, c'était plutôt aisé, ils avaient en fait, avec leur token CHSB, ils avaient levé un peu plus de 50 millions $, à l'époque, c'était en 2018 me semble-t-il, donc c'était la plus grande ICO européenne, voire mondiale à l'époque, je ne sais plus trop. Aujourd'hui on parle pas de 50 millions, aujourd'hui on parle de 350 millions $ levés en plein bear market. C'est ça la réalité. Et là, pour le coup, Swissborg avait une jolie narrative derrière. Il y avait des fondateurs qui sont talentueux, qui connaissaient déjà la CeFi, qui étaient déjà dans ce monde-là. Donc ils avaient vraiment des arguments pour pouvoir lever des fonds, et puis ils ont créé une vraie communauté. Relativement difficile, hein, pour le coup, au niveau de cette série A, donc j'espère qu'on va pouvoir le booster ensemble. Je sais que beaucoup de membres du Discord ont investi. Je vous le dis franchement, j'investis dans la série A, et je vous dirai surtout comment je le fais.
parce que c'est très particulier ma démarche par rapport à la Sierra de Swissborg. Je vous l'expliquerai aussi dans une prochaine vidéo. Plein de vidéos vont venir qui seront très intéressantes, je pense, et qui vous intéresseront. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, on avait fait un interview avec Anthony, la question à 1 milliard entretien avec Anthony, cofondateur de Swissborg. N'hésitez pas à aller la voir, toujours très intéressant. Et vous avez mes liens d'affiliation si ça vous intéresse. Il n'y a plus la petite promotion là pour aller jusqu'à 200, mais partez du principe que j'ai reçu un ticket de 96 $. Donc plutôt content pour le coup, et ce sera bien sûr redistribué à la communauté. Tous les liens d'affiliation seront redistribués. N'hésitez pas à aller le chercher directement dans les commentaires. Très bonne interview, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec Anthony, et j'espère qu'on refera aussi des vidéos dans ce sens-là. Voilà, vous avez toute ma vision par rapport à ces projets-là. Qu'est-ce qu'on fait? Personnellement, je ne bouge pas, puisque la frustration est très grande. Si vous voulez, on a tous un instinct émotionnel, un instinct primitif. C'est soit l'attaque, soit la fuite. Donc c'est soit l'achat, donc soit on rachète, soit on vend. Vendre, c'est capituler. Acheter, c'est s'entêter. Actuellement, je ne bouge tout simplement pas. Ma décision ne sera pas prise. Par contre, si je commence à voir des structures en W, dans des W, et je prends mes profits, les profits que vous prendrez sur Tezos, par exemple, juste ici, Tezos n'a pas surperformé, j'en ai acheté là-dedans, largement, moi j'en avais racheté là-dedans d'ailleurs, sur le breakout, regardez, ça a fait 2000%, donc vous voyez, ça n'a pas surperformé par rapport à 2018, ça n'a pas du tout surperformé Ethereum, mais en fait, mes profits que j'ai pris là-dedans, sur un prix moyen, je ne sais plus, on va dire les 2 €, les 2 $, derrière vous allez prendre vos 110%, oui, largement vous prenez vos 110%, où est-ce que cet argent vous le mettez? Soit vous le réinvestissez dans Tezos, soit vous allez le mettre dans des choses qui sont beaucoup plus intéressantes en suivi de tendance, comme par exemple Solana à l'époque. Reprenez Solana à l'époque, vous reprenez par rapport à un suivi de tendance, moi je ne l'ai pas vraiment ici, je vais reprendre un petit peu plus de... Il n'y a pas un peu plus de... Voilà, ici. Donc éventuellement si ça revient dans une zone de rechargement d'achat, ici en 2021 ou je sais pas trop là, voilà 2020, bon bah vous entendez beaucoup parler de Solana. Solana vous a donné la possibilité de rentrer, alors que Tezos vous avez donné un 110%, lui aussi, dans une zone de rechargement d'achat, moyen-long terme. Ici on parle de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, et ça vous donne une magnifique structure en W. Bon, vous mettez un investissement 1 ici, et le truc qui part tous de bout. D'accord? Et c'est ça qu'on va essayer de chercher, avec les profits de nos petites croactives qui surperforment pas le marché, aller chercher le suivi de tendance de cryptos qui n'existent peut-être pas aujourd'hui, ou qui sont juste récemment listés, et qui nous donneront les performances de demain. Suivons ces projets de très près, parce que les vraies performances de demain sont des cryptos aujourd'hui que nous n'avons pas en portefeuille, ou que nous ne regardons pas. Ça, c'est ma conviction très personnelle. Et j'irai chercher ces cryptos. Pourquoi? Parce que j'ai loupé EGLD, parce que j'ai loupé Solana, parce que j'ai loupé, et ce n'est jamais différent. Donc ce qu'a fait Solana, ce qu'a fait EGLD, peut-être ne le referont pas, alors qu'aujourd'hui on a tous les yeux sur Solana pour dire j'attends les 9 $ pour mettre all-in, ou j'attends les 8 $, moi j'attends les 4 $, etc. Bah moi je suis clairement sous l'eau parce que on m'avait vendu du rêve comme quoi ça ne pouvait pas aller en dessous des 50 $. Perdu. Les signes noirs et les news fondamentales, malheureusement le fondamental a tendance à rattraper la technique. Est-ce qu'on attend des structures? Oui, je n'arracherai pas du Solana. Est-ce que ça veut dire que je vais m'en délaisser de Solana? Non, pas du tout. Parce que même si ce truc est mort, il est probable, au même titre que EOS et au même titre que plein de choses si vous voulez, ou que plein de cryptos qu'on ne sait pas trop pourquoi ils font encore des poussées haussières, bah partez du principe qu'il irait très probablement chercher au minimum son premier arrêt. Juste ici sur les 107 $. Donc si je lise bien mes achats, et j'attends maintenant des structures de retournement sur les 10 $, ou j'en sais rien, moi même en dessous des 10 $ si vous voulez, pas de problème, même les 5 $, et que je mets un investissement 4 ici, mon prix moyen sera très proche, je pense, des 50 ou 40 $ à peu près. Derrière, bah, ce sera très facile pour moi d'aller chercher un 110% juste en dessous d'un premier arrêt. Alors que peut-être que Solana ne refera jamais d'ATH. Vous voyez ce que je veux dire? Il fera peut-être quelque chose comme ça. Le cycle 2024, si vous voulez, 2023-2024 de Solana. Alors que d'autres, peut-être Ethereum, peut-être Bitcoin, peut-être qui vous voulez 2025, seront probablement ici. Et c'est clairement ce qui nous attend sur Solana. Et c'est peut-être ce qui nous attend sur plein de cryptoactifs qui sont actuellement joliment positionnés là-dedans. Toutes ces cryptos, peut-être, ne surperformeront pas le marché. Et le prochain cycle haussier. Arbitrons, choisissons consciencieusement nos cryptos, et je pense que toute l'année 2023 sera dédiée à l'analyse fondamentale, et je pense que c'est nécessaire et capital pour la suite de la communauté des rois. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ce qui se passe dans le futur n'est jamais différent de ce qui s'est passé précédemment. Nous sommes très proches probablement de bottom de marché, mais choisissons avec la plus grande intention nos cryptoactifs préférés sans pour autant se surcharger. Alors, si vous avez 10, 20, 30 cryptoactifs, très probablement que vous arriverez peut-être
à surperformer le marché. Je le dis, je le redis, le jour où il y a un ETF qui se crée de chez Goldman Sachs ou qui vous voulez, bien évidemment que j'investirai dans cet ETF-là. Pas sur les tops de marché, donc généralement il sera ici. Hein. L'ETF il grandira là. Donc ici on ira chercher BT et pas BITO. Hein. Faites attention, les ETF spot prendront, je pense, sur des très grosses valorisations. Généralement, ils vendent le truc sur des très gros news catalysantes. Hein. Ce sera buy the rumor, plus et sell the news, bien évidemment. Mais demain, je serai investi, je vous parle de ça dans 5-10 ans, sur des ETF crypto et moins de temps derrière les écrans, parce que le but du jeu, c'est aussi de profiter de notre temps restant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo du Bitcoin. Ciao.